toutes et à tous. Je suis Hervé Olivier, je suis le directeur des études, le directeur adjoint de l'agence d'urbanisme Topos. Je suis heureux de vous accueillir dans ce Quesaco webinaire de l'agence d'urbanisme qui aujourd'hui va traiter des questions de sécurité routière, de sécurité des déplacements et des mobilités dans l'espace public. Pour cela, nous aurons Julien Salin, qui est notre responsable thématique mobilité et société à l'agence d'urbanisme, qui va qui va poser les quelques éléments clés sur le territoire, des territoires de l'Orléanais. Et puis, nous aurons des interventions de personnalités extérieures que je remercie chaudement d'avoir accepté de faire des présentations ce matin. Madame Bérangère Rubio, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre et qui est spécialiste du développement socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent et qui est co-autrice de l'étude sécurité routière des enfants, développement, compétences et efficacité des mesures d'éducation, une revue de la littérature. Et puis, nous avons aussi la joie d'accueillir Monsieur François Bourgeois, qui est directeur régional Centre-Val de Loire de l'association Prévention routière. Alors, quelques petits mots d'introduction, un petit pas de côté, pour parler d'abord finalement de l'aménagement de l'espace public et des modalités d'usage de cet espace public qui, dans l'histoire de l'urbanisme, d'abord évidemment est structurant, mais dont l'utilisation a évolué en fonction des besoins des populations et la façon de se structurer de l'espace urbain. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avant la deuxième et la troisième révolution industrielle, on peut dire que l'espace public est avant tout un espace peu sécure pour les mobilités, peu hygiénique également. C'est plutôt un espace résiduel finalement qui est la résultante de l'aménagement de la ville, c'est-à-dire que finalement on circule là où on n'a pas construit. C'est la ville médiévale et jusqu'à l'avènement des premières villes nouvelles aux alentours du 16e, 17e siècle, on a vraiment une acception de l'espace public qui est très fonctionnelle mais résiduelle. À partir de la seconde révolution industrielle, les questions de l'hygiène et de la mobilité deviennent structurantes dans cet aménagement de l'espace public. Alors en mobilité, c'est évidemment pas encore l'ère de l'automobile, mais tous les systèmes hypomobiles vont être éminemment importants et vont amener à réfléchir déjà l'aménagement et le dimensionnement de l'espace public, et des premières questions de sécurité, on peut le dire, peuvent se poser. Et c'est à partir de la troisième révolution industrielle que la mobilité devient un élément clé de l'aménagement de l'espace public, et notamment avec l'avènement de l'automobile. Cet avènement qui va remettre en question toute la réflexion hygiéniste qui avait été posée aux alentours du milieu du 19e siècle, les réflexions de Fourier, de Olmsted aux États-Unis et de Vaux également aux États-Unis, qui avaient pensé l'aménagement de la ville avec des grands espaces verts, et puis les réflexions des urbanistes anglais également. Aujourd'hui, on est à l'aube sans doute d'une révolution qui est sans doute pas industrielle, quoique, mais qui est une révolution en tout cas en termes de consommation énergétique. Et puis les questions pandémiques aussi nous obligent à re-questionner la façon de dimensionner et d'aménager cet espace public, euh, et de repositionner effectivement les différentes pratiques de cet espace et les différentes nouvelles injonctions de l'aménagement de ces espaces entre l'intégration d'espaces de nature, l'intégration des nouvelles mobilités, l'intégration des piétons, l'intégration évidemment de l'automobile. Même si c'est une mobilité décarbonée, on risque de continuer à avoir des automobiles en circulation sur nos espaces publics. Et tous ces éléments-là, évidemment, en termes de cohabitation, questionnent les questions de sécurité. Donc voilà les grands éléments que nous posons ici en débat, sur lesquels les intervenants vont pouvoir éclairer le sujet. Je cède tout de suite la parole à Julien Salin pour nous faire sa présentation. Julien, c'est à toi. Juste avant de lancer, petite précision, la session est enregistrée, voilà, et le webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur le site internet de l'agence d'urbanisme. Voilà, bonne matinée à vous. Donc bonjour à tous. Donc ce matin, je vais vous présenter une synthèse de l'étude qu'on a menée sur l'accidentologie des modes actifs sur la période 2017-2021 et sur le périmètre des territoires de l'Orléanais.
Donc juste une petite slide de contexte, même si Hervé a donné déjà pas mal d'éléments, c'est rappeler des choses qui sont relativement importantes. Déjà, les modes actifs, c'est un vrai enjeu puisque ça permet d'avoir des modes de déplacement qui sont complètement décarbonés ou très peu carbonés. Et donc ça permet de faire face à la raréfaction des ressources naturelles et au réchauffement climatique. Pour vous donner quelques chiffres, sur un trajet quotidien de 3 km en prenant des chiffres de l'ADEME, donc le vélo à la marche à pied, on va être à 0 g par an. Pour les VAE trottinettes, on va être autour de 15 grammes par an. La voiture électrique, on sera à 150 grammes par an, quand une voiture thermique sera en moyenne à 350 grammes par an. Donc les modes actifs peuvent répondre à cet enjeu. Le deuxième aussi, c'est que les modes actifs, eh ben, c'est une mobilité qui est adaptée aux enjeux de la ville de demain. Et aussi, et surtout, aux déplacements relativement courts. Un petit rappel, on sait qu'aujourd'hui, environ un déplacement sur deux de moins de 2 km se fait encore en voiture, alors que ce soit le vélo ou la marche à pied, seraient des modes complètement adaptés à cette distance. Et ces modes, en fait, permettent de rendre de l'espace public aux habitants de nos villes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces modes occupent un espace public relativement faible au regard de la voiture. Pour vous donner un chiffre, la voiture, elle va occuper un espace aux alentours de 10 mètres carrés par stationnement, sans compter la voirie sur laquelle elle circule. Donc, ce sont des milliers d'hectares de ces surfaces publiques qui sont dédiées à l'usage de la voiture. On a aussi un gain en qualité de vie en ville qui est relativement important. Donc, ça permet de réduire l'exposition des habitants aux polluants, au bruit, à la pollution visuelle. Et puis, c'est également, et ça met à bas, plusieurs enquêtes en ce moment mettent à bas cette légende un peu urbaine du no parking, no business. C'est aussi bon pour le petit commerce. On s'aperçoit dans toutes les enquêtes que les clients de ces commerces sont très majoritairement soit des piétons, soit des cyclistes. Donc c'est aussi un gain de ce point de vue-là. L'autre élément, c'est que ces modes actifs, c'est une mobilité qui est complètement inclusive, et qui est accessible pour le plus grand nombre et qui a un vrai bénéfice pour la santé. Euh, Ce qui est important aussi à rappeler, c'est que c'est des modes de déplacement dont l'acquisition, en fait, des moyens de se déplacer est relativement faible, voire inexistant au regard du coût d'acquisition d'une voiture. Le coût d'usage, pareil, est excessivement faible, surtout au regard euh, du contexte de montée des prix du carburant. Euh, mais ces modes de déplacement, en fait, s'utilisent dans un espace public, Hervé l'a dit tout à l'heure, un espace public qui a été organisé surtout en faveur de la voiture depuis plusieurs décennies, avec un réseau de voiries sur lequel on circule qui est adapté à la voiture et qui a été surtout adapté au fil des ans à la montée en trafic. Donc c'est pour ça qu'on a des larges voies routières, des giratoires, des carrefours qui sont de plus en plus complexes, ou encore des larges bandes de stationnement. Tous ces exemples sont d'autant d'obstacles routiers qui facilitent pas l'usage de ces modes de transport. Et pourtant, on a des déplacements à pied qui sont relativement importants et avec une part modale qui est relativement stable dans le temps. En France, en moyenne, c'est 3 déplacements sur 10 quotidiens qui se font en marche à pied. Quand la pratique du vélo, sauf exception, a été relativement résiduelle, mais a tendance à fortement augmenter, notamment avec l'année 2020 un peu particulière, où on s'aperçoit que si on prend les derniers chiffres de villes et territoires cyclables, on a plus 33% d'usage du vélo entre 2019 et 2021 à l'échelle française. Donc forcément, avec tous ces éléments, on voit qu'on a des conflits d'usage qui se multiplient, ou même risque que les besoins grandissants des piétons et des cyclistes sur un réseau de voiries inadapté. Donc l'étude, elle nous a permis de poser 3 questions auxquelles on va essayer de répondre. C'est d'abord quels sont les espaces dans lesquels les conflits d'usage peuvent éventuellement dégénérer en accident de la circulation. Faire un petit focus aussi sur les nouveaux modes de déplacement urbain, est-ce que ça a un vrai effet sur l'accidentalité? Et enfin, c'est mieux qualifier les victimes des accidents corporels pour ainsi mieux identifier les enjeux de sécurisation dans l'espace public pour les plus vulnérables. Le premier focus, c'est par rapport à la répartition des accidents.
Donc sur la période étudiée sur le périmètre, on a 541 accidents. On s'aperçoit qu'on en a 86% qui sont dans le périmètre de Lyon Métropole. Donc dans le périmètre, la densité urbaine est extrêmement importante. Et si on va un peu plus loin dans l'analyse géographique, on en a 70% qui sont concentrés seulement sur 5 communes que vous voyez à l'écran. Je vous montre la carte tout de suite. Ça, c'est la carte de répartition. C'est la seule cartographie que vous verrez pour des raisons statistiques, de secret statistique et de RGPD. Donc, on voit qu'on a une vraie répartition qui corrélait à la densité urbaine. Et cette répartition, elle est aussi corrélée aux pratiques de mobilité. Quand on regarde les chiffres qui sont actuellement disponibles, les pratiques de mobilité sont à peu près équivalentes aux chiffres de répartition des accidents. Ce qui n'a pas d'autres effets, notamment sur la gravité, mais j'y viendrai un petit peu plus loin. Par rapport à l'année 2020, est-ce que c'est une vraie année de rupture? Hervé l'a un peu dit tout à l'heure, mais pour Orléans Métropole, on peut dire que c'est véritablement le cas. On s'aperçoit que, par exemple, pour le piéton, on a eu entre 2017 et 2019, on a eu une forte augmentation du nombre des accidents, avec une forte baisse en raison de l'année 2020 où on a des déplacements qui étaient fortement contraints et qui ont été donc fortement réduits. Et à la fin, sur la période 2017-2021, on a quand même une baisse forte des accidents piétons. Et à l'inverse, en tout cas au début de la période, on a le même phénomène, mais on a une baisse qui est relativement et même certainement beaucoup plus faible pour le vélo. Et ça fait que sur toute la période étudiée, eh ben, on a quand même une accidentalité qui a augmenté, malgré des déplacements qui ont été plus contraints. Donc, l'une des hypothèses, c'est de se dire que la hausse de la pratique du vélo, en fait, a quand même entraîné une accidentalité un peu plus importante pour Orléans Métropole. Le focus suivant concerne la gravité. En fait, sur la gravité, on a deux enjeux. Des enjeux de disparité entre territoires et entre le genre. Entre les territoires, en fait, on a des trajets qui pourraient être considérés comme plus risqués dans les territoires ruraux de l'Orléanais. Quand on regarde les chiffres, la proportion de piétons et cyclistes hospitalisés ou tués est 2 à 3 fois plus forte que pour Orléans Métropole. Et par contre, à l'inverse, pour Orléans Métropole, on a 75% des victimes qui sont soit indemnes ou blessées très légèrement. La vitesse moyenne des véhicules motorisés, plus importante qu'en agglomération, peut éventuellement expliquer ce risque un peu plus prononcé. Si on regarde les chiffres de l'Observatoire national des vitesses, la vitesse moyenne de traversée en petite agglomération était de 51 km/h en 2021, quand elle est de 41 km/h pour les agglomérations de taille plus importante. Donc 10 km/h en accidentologie, et ben, ça change énormément de choses. L'autre disparité qui est importante et qu'il faut noter, bah, c'est sur les hommes. Les hommes, quand on regarde les chiffres, ont des comportements qui sont plus à risque. On s'aperçoit que les piétons cyclistes victimes d'un accident sont à 62% des hommes, et le différentiel avec les femmes est encore plus important sur les victimes tuées. Il monte à 82%. Donc il y a une vraie vulnérabilité des usagers masculins sur les modes actifs, mais c'est relativement général, même sur la voiture ou les motos, par exemple. Donc ça, c'est pour des raisons sociologiques et comportementales. Le focus suivant qui est important de noter, c'est quels sont les types de personnes qui ont des accidents. Donc l'analyse, elle s'est faite de deux façons. D'abord sur les catégories socio-professionnelles indiquées dans les fichiers accidents, et également sur l'âge. Donc sur les catégories socio-professionnelles, on s'aperçoit que plus de la moitié des victimes sont soit sans activité, soit retraités ou étudiants. Alors pour la compréhension de tous, les étudiants dans les fiches accidents, ce sont les personnes scolarisées de la maternelle à l'enseignement supérieur. Les populations vulnérables utilisatrices du vélo, donc ça c'est quand on regarde le graphique qui est à droite, vulnérables dans l'étude, en fait, j'ai regroupé les personnes de moins de 18 ans et les personnes de plus de 65 ans. Donc on s'aperçoit qu'elles sont plus gravement touchées et qu'elles sont surreprésentées dans les victimes tuées. Cette surprétention est encore plus présente pour les piétons à chaque niveau de gravité, hormis pour les personnes indemnes. Par contre, à l'inverse, si on se concentre seulement sur les cyclistes, eh ben, on a 50% des personnes victimes d'accidents de la route qui sont des actifs et 15% qui sont des 8-24 ans. Donc là, il y a une petite différence qui se dessine.
Si on regarde ensuite le motif du trajet, donc le motif du trajet peut être éventuellement un facteur de vulnérabilité. Donc quand on regarde le motif, on s'aperçoit que le seul motif promenade loisir, et ben, en fait, est surreprésenté. On a 35% des usagers, des modes actifs, qui ont eu un accident dans le cadre de ce trajet. Ce motif est surreprésenté pour les personnes hospitalisées à hauteur de 49%. Et si on veut retrouver cette même proportion, il faut additionner les autres motifs de la vie quotidienne, donc école, achat et travail, qui représentent 34% des victimes. Et quand on regarde le graphique à droite, alors je vais prendre 30 secondes pour l'expliquer, c'est pour voir les différences de poids d'accidents concernant soit les vélos ou les cyclistes par motif. Donc quand l'histogramme est plutôt orienté vers la gauche, donc pour le vélo, on s'aperçoit que pour le domicile de travail, on a une vraie première disparité, c'est qu'on a plus d'accidents euh, concernant des cyclistes sur le domicile de travail. Et pourtant, à l'échelle nationale, pour le motif travail, c'est que 2,9% des déplacements, quand la marche à pied en fait, est utilisée à 9,1%. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un vrai enjeu sur ce type de motif. Et ce motif est d'autant plus important puisqu'il structure la chaîne des déplacements d'une journée. Si on va au travail à vélo ou à pied, et on fera une bonne partie de ces déplacements avec le même mode de transport. Et quand on regarde l'autre disparité qui est relativement importante, c'est pour le motif course-achat pour les piétons. Donc il y a une vraie différence. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, mais en fait, ça s'explique en grande partie par les zones commerciales où les piétons sont un peu plus vulnérables. Concernant la responsabilité, contre quoi les cyclistes et piétons ont un accident et à cause de qui? Ben, clairement, quand on regarde ce graphique, on s'aperçoit que les modes motorisés sont les principaux modes de transport contre qui les usagers des modes actifs ont un accident. Quand on additionne les accidents simples contre un mode motorisé, on est à 72% des accidents. Et quand on additionne aussi ce que nous on a appelé les modes multiples, en fait, c'est des collisions multiples avec deux vélos, une voiture, deux voitures et un piéton, par exemple. Et si on les additionne parce qu'on a toujours au moins un mode motorisé, on arrive à 82% des accidents. Donc, ce résultat objectif très clairement l'enjeu du partage de l'espace public et plus particulièrement des espaces de confrontation entre les piétons et les piétons cyclistes et les véhicules motorisés. Sur la responsabilité, alors il y a une vraie disparité entre les cyclistes et les piétons. Les piétons sont rarement présumés responsables. Néanmoins, ce qui est important de noter, c'est que dans la responsabilité engagée pour les piétons, en fait, il y a une vraie surreprésentation de ces populations vulnérables que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les enfants et adolescents à hauteur de 36%, et les personnes de plus de 65 ans à hauteur de 17%. Ce qui fait que 53% des piétons responsables font partie de cette population vulnérable. Donc là, il y a des vrais enjeux d'acquisition de compétences pour pouvoir se déplacer, pour plutôt les jeunes personnes, et un espace public qui peut être peu ou pas adapté pour les personnes âgées. Concernant la responsabilité pour les cyclistes, donc là, il y a une proportion de responsabilité qui est un peu plus importante, mais qui s'explique en grande partie par le fait que les cyclistes utilisent aussi des voies avec les automobilistes et surtout sont également réglementés par le code de la route. Donc le focus suivant, c'est sur les EDP. Alors, les EDP, c'est quoi? C'est les engins de déplacement personnel. C'est un terme qui a été consacré dans la loi d'orientation des mobilités en 2019, qui reconnaît donc les engins de déplacement personnel comme des modes de déplacement à part entière. Donc dans les EDP, on a notamment les trottinettes électriques qui sont le mode le plus fortement utilisé dans cette catégorie, mais on a aussi des monoroues, par exemple, électriques. Pour vous donner quelques chiffres pour illustrer l'enjeu de ces nouveaux modes de déplacement. Si on prend les chiffres de vente en 2021 des trottinettes électriques, on en a 908 000 exemplaires qui ont été vendus en France. Quand dans le même temps, on n'a que, entre guillemets, que 660 000 vélos à assistance électrique qui ont été vendus. À l'échelle nationale, il y a aussi une hausse spectaculaire des décès en 2021. Il y a plus 140% par rapport à 2019, qui illustre vraiment l'enjeu de sécurité routière de ce nouveau mode de déplacement, avec leur maniabilité et leur vitesse jusqu'à 25 km/h, voire plus pour ceux qui sont dans l'illégalité. Donc, c'est complexifie davantage la cohabitation avec l'ensemble des usagers de la voirie, du piéton à l'automobiliste. Donc, si on regarde localement, 2021, c'est une vraie année de rupture dans l'accidentalité locale, puisqu'en fait, sur la totalité de la période, on a 22 accidents qui ont été recensés. Et sur les 22 accidents, on en a 11 qui ont été recensés pour la seule année 2021.
Les chiffres locaux, l'accidentalité concernant ce mode de transport confirme la tendance nationale. Ces engins de déplacement personnel, en fait, sont utilisés très majoritairement en milieu urbain, puisque sur les 22 accidents, on a 21 accidents qui ont eu lieu dans le périmètre d'Orléans Métropole et 71% pour la seule commune d'Orléans. Ce qui est important de noter, c'est que pour l'instant, sur notre territoire, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2021, il n'y a pas encore eu de décès concernant ces usagers de mode de transport. Euh, la victimologie aussi est relativement éloignée des piétons et des cyclistes. Si on prend quelques chiffres, déjà on a 77% des victimes qui ont moins de 35 ans et on en a plus de la moitié qui ont entre 18 et 24 ans. Donc c'est plutôt des usagers jeunes qui ont des accidents avec ce mode de transport. Ensuite, on a 86% des victimes qui ont été blessées que légèrement ou ressorties indemnes. Donc une proportion plus importante que pour les cyclistes et les piétons. Sur les motifs, il y a une vraie différence avec les cyclistes et les piétons. Si on prend l'exemple du motif travail, qui est le motif structurant dans la journée, le motif travail pèse 50% dans les accidents de ces usagers, alors que ce n'est que 16% pour les piétons et les cyclistes. Et enfin, quand on regarde la responsabilité, les usagers des EDP sont présumés responsables dans 45% des accidents, donc presque un accident sur deux, alors que quand on cumule cyclistes et piétons, c'est que 25% des usagers. Donc ce dernier chiffre montre notamment un vrai enjeu de prévention pour améliorer les comportements de ces utilisateurs. Bon, sur cette diapo, je vous indiquais trois enjeux que j'ai pu identifier en différenciant Orléans Métropole et les territoires ruraux de l'Orléanais. Donc le premier sur Orléans Métropole, en fait on s'aperçoit qu'il y a eu 12 accidents sur la période étudiée dans un secteur relativement restreint, donc soit sur les mailles directement ou à proximité immédiate des mailles, donc entre la gare SNCF et le centre de conférence. Donc là on s'aperçoit que sur ce type de voie où on a des flux extrêmement importants, on a un espace public qui est fortement dédié au mode motorisé, avec une variété importante de modes de déplacement. Pour rappel, on a du bus, du car, du tramway, du vélo, du piéton, avec des intersections extrêmement complexes qui montrent clairement qu'il y a un vrai enjeu de partage de l'espace public sur ces boulevards. Donc là, je reviens à ce que je disais, à ce que j'ai dit tout à l'heure, les zones commerciales. Les zones commerciales, il y a aussi un vrai enjeu. On s'aperçoit qu'on a quasiment, il y a presque pas d'exception, il y a quasiment sur toutes les zones commerciales de la métropole, on a des accidents piétons. Pourquoi Pour rappel, ces zones commerciales sont basées quasi exclusivement sur une accessibilité automobile. Donc, c'est des espaces où on a plusieurs types de flux. On a d'abord un gros flux de voitures de clients. On peut aussi avoir un flux de véhicules utilitaires, voire quand il y a des livraisons de jour, c'est pas souvent, mais ça peut arriver. On a aussi des camions. Donc le piéton, au milieu de tous ces flux, au croisement de tous ces flux, se retrouve forcément extrêmement vulnérable. Donc ça, c'est un enjeu que je sais qui est déjà identifié euh, par la grande distribution. Il y a des choses qui se font, notamment avec des extensions de parvis pour les piétons, qu'on commence à retrouver, que ce soit dans la métropole ou ailleurs en France. Et un autre exemple un peu plus positif, c'est les effets d'un aménagement favorable aux cyclistes quand on prend l'exemple du pont Georges V, donc des carrefours d'accès au pont jusque sur le pont. Sur la période étudiée, en fait, il y a eu 8 accidents qui ont été recensés impliquant 6 cyclistes. Et en fait, on n'en a eu que 2 qui ont eu lieu après les réaménagements. Donc là, on voit que dès qu'on diminue le flux automobile, qu'on partage l'espace public, qu'on rééquilibre le partage de l'espace public avec les modes actifs, tout de suite, on a un effet qui est relativement positif sur la sécurité des cyclistes et des piétons. Et là, on peut commencer à rentrer dans le cercle vertueux. Plus de sécurité attire plus de cyclistes et de piétons. Et donc là, on rentre véritablement dans ce cercle vertueux d'usage des modes actifs. Si on prend les territoires ruraux de l'Orléanais, il y a trois enjeux aussi que j'ai pu identifier. Donc le premier, c'est que dans les zones habitées, l'enjeu il est principalement piéton. On a 2 tiers des victimes en fait, qui sont piétonnes dans ces territoires, et on a donc 52 personnes qui ont été victimes d'un accident, et ça se regroupe pour près de la moitié des victimes sur quelques communes. Je peux les citer, c'est Jargeau, Saint-Denis-de-l'Hôtel, Châteauneuf, Ligny-Ribault ou Sully-sur-Loire, où là on a quasiment une victime sur deux dans ces zones habitées. L'autre enjeu, c'est que en dehors de ces zones habitées, en fait, l'enjeu est plutôt sur les cyclistes. On a principalement des accidents concernant les cyclistes.
Ces constats peuvent s'expliquer aussi par un différentiel de distance à parcourir, dans le sens où pour rejoindre des pôles de vie, et ben on aura plus tendance à utiliser le vélo que la marche à pied, forcément. Sur des grandes routes, le vélo sera plus confortable que la marche à pied et la qualité de cheminement sera un petit peu plus attractive pour les cyclistes. Et enfin, les usagers vulnérables sont surreprésentés dans les espaces ruraux et périurbains. On a 60% des victimes qualifiées de vulnérables, donc toujours ces personnes de plus de 65 ans et les mineurs. Et cette proportion est supérieure de 20 points à celle constatée pour les accidents observés sur la voirie d'Orléans Métropole. Les trajets promenades loisirs sont plus accidentogènes, c'est 67% du total. Et enfin, toujours sur ce motif qui est structurant et qui est important, le motif domicile-travail, et ben en fait, pour les habitants des territoires de l'Orléanais, il est sous-représenté. C'est 5% du total, alors que sur leur métropole, c'est 18%. Donc enfin, quelques éléments de conclusion. D'abord, on a des facteurs de risque de survenue qui sont liés au genre et à l'âge. Concernant le genre, on s'aperçoit dans les observations et dans les recherches qui peuvent être faites, et c'est valable de l'enfant jusqu'à chez l'adulte, les personnes de sexe féminin adoptent des attitudes qui sont un peu plus conformes aux règles que les personnes de sexe masculin. Ça, les recherches le montrent très clairement. Euh, Concernant l'âge, alors je ne m'étendrai pas énormément puisque Bérangère Rugnot vous donnera quelques éléments de compréhension qui sont importants pour comprendre les enjeux, mais les mineurs ont une tendance à prendre davantage de risques lors de leur déplacement, ce qui peut expliquer aussi le fait qu'on les retrouve de manière importante dans les statistiques de l'accidentalité, notamment en raison d'un manque d'expérience et de compétences pour se déplacer. Les personnes âgées sont victimes de la baisse de leur capacité physique, avec toujours une obligation de se déplacer pour assurer les besoins du quotidien, que ce soit les achats, le lien social ou les loisirs. Donc en fait, on va avoir deux types de stratégies. On aura la stratégie de résistance. On va continuer à se déplacer en prenant des risques quand on a une baisse de ses capacités physiques à traverser une large voie routière, même s'il y a un passage piéton, bah forcément c'est toujours plus compliqué pour une personne en bonne santé. Puis d'autres vont carrément abandonner leur mobilité en raison des risques qu'ils prennent, des fois où ils ont pu se faire peur. Et là, il y a des vrais risques psychosociaux pour ce type de public. Donc favoriser les aménagements pour ces deux segments de population, ça serait rendre à coup sûr les modes actifs attractifs à l'ensemble de la population. Pour ces deux segments de population, les principaux dangers, mais ça aussi valable pour les autres, c'est la complexité des intersections. Donc on fond des vrais obstacles à franchir pour réaliser son déplacement. Donc un giratoire, une large voie routière sont toujours plus difficiles à traverser pour un enfant ou pour une personne âgée. Et enfin, le dernier élément, c'est la vitesse. La vitesse est un vrai facteur d'accident et de gravité d'accident. Plus on va vite et plus le spectre visuel s'affaiblit. Euh, donc la vitesse des piétons et des cyclistes est beaucoup moins importante. D'ailleurs, c'est le principal argument de la mise en œuvre du 30 km aux abords des écoles. Une collision à 50 km/h, forcément, n'aura pas le même effet qu'à 30 km. À 30 km. Et pour terminer, quelques pistes pour mieux sécuriser l'espace public. Donc deux pour les cyclistes, deux pour les piétons. Donc le premier qui est relativement connu, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est que des aménagements cyclables, c'est pareil, dédiés aux cyclistes, forcément ça marche excessivement bien. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la conspicuité. La conspicuité, c'est un mot compliqué, mais pour quelque chose de très simple, c'est matérialiser avec de la peinture rouge, par exemple, tous les aménagements cyclables. Ce qui rend l'aménagement visible pour l'ensemble des usagers de la voirie et ce qui améliore la sécurité des cyclistes. Une autre piste qui montre que le risque d'accident est divisé par deux aux Pays-Bas, c'est les Pays-Bas qui l'ont montré, c'est les éclairages de route à la campagne. Bon. Et enfin, pour les piétons, réaliser donc un audit de sécurité routière préventif et régulier de tous les passages piétons et de leurs abords. Et enfin, créer un observatoire de la mobilité des piétons pour notamment recueillir des comportements de piétons aux abords de points noirs pour améliorer la connaissance de ces comportements et pour concevoir des aménagements qui vont être plus adaptés et le plus sécurisés possible pour les piétons. Et j'en ai terminé. Oui, bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Peut-être Oui.
profiter de cet intervalle technique, Guillaume Stern, Orléans Métropole, pour vous remercier pour la thématique de cette matinée. C'est vrai que l'accidentologie n'est pas souvent étudiée et c'était vraiment intéressant ce qu'on a entendu ce matin. Je voulais savoir s'il y avait une publication de l'agence qui sera associée à cette présentation peut-être un petit peu plus tard. Oui, effectivement, nous l'aurions rappelé en fin de session, mais c'est jamais trop tôt pour le faire. Effectivement, on est en train de préparer un document plus complet, évidemment, que la présentation synthétique que Julien a pu faire à l'instant, qui va effectivement présenter de façon plus approfondie les résultats et les analyses qu'on peut éventuellement proposer en faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, tout d'abord. Merci d'être présent à ce webinaire et merci à l'agence Topos de m'avoir proposé d'intervenir. Donc, je suis le directeur régional de l'association Prévention routière. Donc, nous sommes une association présente sur le territoire national et nous œuvrons pour sensibiliser le public aux différents dangers liés à la mobilité. Et on s'intéresse à tous les types de mobilité, pas uniquement la voiture, mais effectivement, on s'intéresse aussi beaucoup de près. Et depuis quelques années, on travaille aussi beaucoup sur dans ces nouveaux modes de déplacement et ces modes actifs dont on vient de parler. Alors, si je suis présent avec vous ce matin, c'est pour vous présenter une étude qui a été réalisée en 2019. Je vais partager mon écran. Alors, c'est une étude qui a été réalisée en 2019 par notre association et l'association Attitude Prévention. L'idée, c'était de faire un peu un panorama et de comprendre quelle était aujourd'hui la pratique du vélo chez les enfants et quels étaient les facteurs qui incitaient les parents à former leurs enfants au vélo et comment faire pour que les enfants puissent le plus tôt possible pratiquer le vélo et adopter ce mode de déplacement actif. Alors, comment cette enquête a été menée? Elle a été menée auprès donc de parents. Elle a été faite par deux biais, essentiellement via les réseaux sociaux, sur un questionnaire à répondre en ligne, et aussi lors des challenges départementaux. Donc, les challenges départementaux, ce sont des actions que nous menons dans tous les départements en fin d'année scolaire. Donc, c'est des événements qui sont faits autour du vélo dans le cadre des pistes d'éducation routière qui sont réalisées dans les écoles. Et donc, ce sont des événements qui rassemblent beaucoup de participants enfants. Et donc, c'était propice à la réalisation de cette enquête. Donc, aujourd'hui, 1786 personnes ont répondu au questionnaire, dont une grande majorité ont au moins un enfant de moins de 15 ans. Voilà, on a la description de l'échantillon interrogé, donc qui est plutôt bien réparti en termes de taille de famille, en termes d'âge des enfants également. Voilà, ça va de 0 à plus de 15 ans. Donc on peut dire que c'est un panel qui est assez représentatif et qui concerne donc au total un peu plus de 2300 enfants. Alors, toujours sur cet échantillon, on remarque que pratiquement 50% des adultes, des parents qui ont répondu à ce questionnaire font du vélo eux-mêmes, soit tous les jours, soit au moins une ou plusieurs fois par semaine. Donc voilà, donc c'est un questionnaire qui a quand même été rempli par un public qui est déjà bien sensibilisé lui-même à la pratique du vélo. Et en termes de représentation géographique, l'échantillon est assez représentatif. Il y a une belle répartition sur le territoire. Alors, le premier aspect, c'est quelles sont les raisons et les aspects positifs que les parents retrouvent dans le vélo. Et le premier aspect qui joue, c'est le plaisir.
le plaisir, le bénéfice pour la santé et le respect de l'environnement. Voilà, ce qu'on retient, c'est que aujourd'hui, pour les parents, les principaux aspects positifs qu'ils retrouvent dans la pratique du vélo pour leurs enfants, c'est le plaisir avant tout, le bénéfice pour la santé et le respect de l'environnement. Bien avant des côtés, par exemple, de praticité, d'indépendance ou d'utilité. Pour l'initiation au vélo, on se rend compte que sur le panel qui est interrogé, une grande majorité des parents affirment avoir initié leurs enfants au vélo dès 3 ans. Alors, vélo ou draisienne, ou avec ou sans roulette, enfin voilà, ce n'est pas précisé. Mais en tout cas, dès 3 ans, on remarque qu'il y a déjà une bonne partie des enfants qui sont sensibilisés à ce mode de déplacement. Et à partir de 5 ans, une majorité a déjà roulé au milieu de la circulation. Voilà. À la fin de l'école primaire, il y a 10% des enfants qui n'ont encore jamais circulé à vélo dans la circulation. Alors certes, on s'adresse à un public, comme vous l'avez vu dans l'échantillonnage, qui sont des gens qui sont déjà sensibilisés à ce type de déplacement, mais c'est quand même des chiffres qui sont assez parlants. Quand on arrive au collège, donc pour les enfants de 10 ans et plus, on sait que le collège, c'est une étape importante dans la vie d'un enfant parce que c'est vraiment le stade où les enfants prennent de l'autonomie dans leur déplacement. Quand on pose la question de savoir si les parents laisseraient leurs enfants partir au collège seuls en vélo, alors là, effectivement, une bonne partie d'entre eux répondent par la négative, essentiellement pour des raisons de sécurité. Voilà, pour des raisons de sécurité, les parents ont peur, les enfants partir comme ça seuls en vélo, et on l'a vu dans les chiffres qui nous ont été rappelés avant, avec la vulnérabilité de ce type de public. Et après viennent aussi les aspects pratiques sur, par exemple, les stationnements des vélos une fois arrivés, le port du cartable, etc. Qu'est-ce qui fait que les parents, justement, hésitent à laisser leurs enfants circuler seuls sur la route en vélo? La première thématique, c'est effectivement le comportement des autres usagers de la route. Alors, c'est assez cohérent avec les chiffres qui nous ont été présentés, puisque voilà, le principal danger, c'est la cohabitation entre les véhicules motorisés et les vélos. Et là, on retrouve dans ces chiffres la même thématique, puisque voilà, ce qui fait peur avant tout, c'est la vitesse des véhicules motorisés et le comportement des autres usagers, des conducteurs, la peur qu'ils ne prennent pas en compte et qu'ils ne soient pas vigilants vis-à-vis des enfants qui circulent à vélo. En second plan, on retrouve la configuration de la route, et essentiellement les intersections, les carrefours dangereux pour les cyclistes. Quand on parle de solutions, quelles solutions ces parents aimeraient voir appliquées pour pouvoir laisser leurs enfants circuler de manière plus autonome sur la route? Le critère le plus cité, c'est les espaces protégés, les pistes cyclables, pour pouvoir faire en sorte que les enfants circulent de manière sécurisée sur un espace dédié et séparé de la route. Le deuxième critère, c'est la sensibilisation auprès des autres usagers de la route sur comment mieux partager la route, comment mieux prendre en compte les autres utilisateurs et notamment les cyclistes. Et il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, la question de la limitation de vitesse et notamment des zones 30 dans les centres urbains. En ce qui concerne, on s'est intéressé, nous, à l'éducation routière à l'école, puisque c'est en l'occurrence une thématique qui nous est chère et ce sont des actions que nous menons. Aujourd'hui, voilà, la quasi-totalité des parents affirme qu'il est indispensable et en tout cas très utile de réaliser des actions de sensibilisation dans les écoles pour les enfants, pour que le plus tôt possible, ils soient sensibilisés au déplacement au milieu des autres usagers de la route et à la compréhension du code de la route et du déplacement
sur la chaussée. Ce qu'on remarque, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie des enfants qui sont sensibilisés au vélo assez tôt. Mais si on veut développer les modes actifs, et notamment auprès de ce public, il y a deux grandes conditions, en tout cas deux grands sujets sur lesquels il y a un travail effectué. C'est à la fois l'aménagement de la route, c'est-à-dire le développement des pistes cyclables et des espaces protégés pour que les enfants puissent circuler en toute sécurité, et à la fois de la sensibilisation, et de la sensibilisation auprès de deux publics, c'est-à-dire à la fois auprès des enfants pour leur apprendre le plus tôt possible à se déplacer au milieu des autres usagers, et à la fois de la sensibilisation auprès des autres usagers pour qu'ils apprennent à mieux prendre en compte les autres modes de déplacement. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. C'est parfait, Monsieur Bourgeois. Je vous remercie de votre présentation. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Il y avait une question de Monsieur Francis Lal, plutôt une remarque, de dire qu'une autre conclusion pourrait être celle de lancer une réflexion sur la notion de trottoir confortable. En effet, ça peut être une autre conclusion, et ça devrait être un élément aussi de conclusion de l'étude. Donc là-dessus, on peut se rejoindre, pas de souci. Moi, j'en avais une, Madame Rubio, à vous poser. Comment dire, en fait, vous avez beaucoup orienté votre présentation sur finalement ce qu'il faut faire en termes d'apprentissage pour le cycliste pour l'amener à avoir une pratique plus vertueuse, plus en sécurité. Est-ce que vous avez connaissance de travaux du point de vue de l'automobiliste? Parce que j'avais, il y a pas mal d'années de ça, suivi des travaux de l'INRETS sur les pratiques automobiles et le fait que l'automobiliste n'appréhende pas forcément correctement le cycliste, voire n'ayant pas été éduqué à devoir partager son espace de circulation avec le cycliste, ne le voyait pas, ne pouvait pas le voir. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Oui, alors il y a des études depuis très longtemps et encore plus aujourd'hui. J'ai envie de dire, quel que soit l'usager a tendance à considérer que c'est son espace. Hein. Donc, l'automobiliste considère que c'est son espace de la route. Le motard considère que la route est aussi son espace. Et les cyclistes, et aujourd'hui, vous parliez aussi de la trottinette, de plus en plus considèrent aussi que la route est leur espace. Donc, en fait, il y a effectivement des études à la fois sur la perception de la route chez les automobilistes, mais il faut mener des études dans le sens du partage de la route. Ça, c'est vraiment primordial pour la sécurité de chacun et aussi des piétons d'ailleurs. Donc, il faut de plus en plus effectivement d'études dans ce sens. Donc oui, il est clair que l'automobiliste est peu entraîné et à partager la route, même avec les motards, et avec les cyclistes. Donc, il y a un apprentissage à faire, effectivement, au niveau du permis. Mais je dirais que c'est la même chose aussi pour les autres usagers, qui doivent de plus en plus aussi apprendre à être de plus en plus sur la route. Donc, il y a des études, effectivement, assez régulièrement sur le partage de la route et la perception des uns et des autres, et qui doivent être développés encore, oui. Surtout aujourd'hui où on voit que différents modes se mettent en place. Merci beaucoup. Une question rapide. Voilà, je vais être amené pour peut-être intervenir dans des collèges, écoles. Et est-ce qu'il existe des formations notamment là-dessus pour
voilà, pour former les personnes qui vont intervenir dans les écoles. Est-ce que vous avez connaissance de formations qui sont voilà, connues ou reconnues pour ce genre d'intervention? Je pense que Fabien Bourgeois peut répondre, mais il y a beaucoup effectivement d'interventions de la prévention routière. Alors, effectivement, oui. Donc, nous faisons nous-mêmes des interventions dans les écoles, mais nous assurons aussi des formations pour des personnes souhaitant intervenir. Alors, en général, ça peut être soit des éducateurs sportifs, des policiers municipaux ou tout autre intervenant, mais nous organisons des formations. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si besoin pour qu'on puisse en discuter ensemble. Monsieur Bourgeois, Monsieur André, je vous donnerai les coordonnées de chacun pour que vous puissiez échanger. Merci. Merci. Je complète en disant à Monsieur André que si vraiment vous cherchez à avoir un impact auprès des élèves, c'est d'essayer de distribuer un petit peu les interventions tout au long de l'année et varier le type d'intervention pour avoir les effets les plus importants. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Madame Rubio. Merci, Monsieur Bourgeois. Merci à tous pour vos interventions. Julien, merci beaucoup. Géraldine, est-ce que tu veux prendre la parole? Je cède la parole à Madame la directrice de l'agence d'urbanisme pour les mots de conclusion. Oui, bonjour. Merci à nos intervenants ce matin parce qu'on a abordé un sujet qui est en général peu médiatisé, je trouve. Et Audrey Luder-Pêcheux, qui s'occupe de l'aménagement des mailles à Orléans, ce gros projet qui nous attend pour les années futures, soulevait effectivement que la concertation en cours pouvait amener à réfléchir sur la place effectivement de l'ensemble des usagers sur les mailles, et je pense que ce Quesaco était d'actualité pour réfléchir dans le cadre de cette concertation. On voit effectivement que les mailles sont un secteur d'accidentologie important pour les jeunes, les personnes âgées. Ce qu'on retient de cette matinée, c'est qu'on a peut-être 2 publics cibles à préserver en priorité, et que l'action, elle est autant dans les aménagements que dans l'apprentissage et le besoin de faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas effectivement dans un espace préservé à son usage de déplacement. Voilà, comme vous le soulignez, Madame Rubio, quand on est dans sa voiture, on est le roi dans sa voiture, et quand on est piéton, on croit aussi qu'on a tous les droits. Donc, il y a un vrai problème d'éducation au respect de la place de chacun dans l'espace public, et ce sont des efforts qu'il faut également mener en parallèle de ces aménagements de l'espace public. Donc, merci à vous d'avoir posé tous ces éléments d'enjeu. Comme on le précisait tout à l'heure, une publication est en cours de relecture et sera très prochainement disponible sur l'ensemble des chiffres que Julien vous a présentés, qui croisent effectivement de manière très complète tous ces enjeux. Nous avons également le replay de cette matinée qui sera en ligne sur le site internet. Je viens de mettre le lien sur les replays de Quesaco. Donc, sous quelques jours, on mettra en ligne le replay et les présentations. Et puis, nous avons un prochain Quesaco le 15 décembre sur un sujet complètement différent. Nous ferons un retour sur les sujets d'îlots de chaleur, d'îlots de fraîcheur, une présentation plus orientée outils, puisque nous mettrons sur le site internet des cartes qui permettent d'appréhender ces enjeux de changement climatique et d'appréhension de la chaleur en ville. Voilà, merci pour votre participation ce matin. Nous étions plus d'une trentaine de participants. J'espère que ce format vous convient et on prépare le prochain programme pour 2023.